Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. À la une ce soir, le gouvernement au pied du mur face aux violences policières. Christophe Castaner appelle les forces de l'ordre à plus d'exemplarité. Plusieurs vidéos accablant la police circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Alors ces violences sont-elles réellement isolées? La France a-t-elle un problème de fond avec sa doctrine du maintien de l'ordre? Ce sont les questions au cœur de notre grand débat ce soir. Après la rue, après les syndicats, la réforme des retraites braque les députés. Ils sont nombreux dans l'opposition, à gauche comme à droite, à contester les conditions d'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. À quoi bon débattre sur un projet de loi en février si la question essentielle du financement est remise à plus tard? Jean-Luc Mélenchon veut même une motion de censure. Vous l'entendrez sur ce plateau. Et puis, nous évoquerons cet appel à l'aide, cet appel au secours. Plus de 1000 médecins ont pris la décision inédite de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives, des praticiens hospitaliers, des chefs de service. Ils ne comprennent pas le peu d'ambition du gouvernement sur l'hôpital. Ils ont écrit à Agnès Buzyn. Vous entendrez l'un de ces médecins sur ce plateau. Voilà, tous ces sujets, on va les évoquer avec notre grand témoin. Certains l'imaginent déjà comme le visage des Insoumis en 2022. Le député Adrien Quatennens est avec nous ce soir. Voilà, vous avez le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être donc notre grand témoin, député Les Insoumis du Nord, numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité aujourd'hui sur lesquels vous allez pouvoir réagir pendant une heure, à commencer par celui des violences policières et de ce changement de ton, notable ou pas, du gouvernement qui multiplie les mises au point depuis quelques jours vis-à-vis des forces de l'ordre. On en parle avec vous ce soir. Didier Paris, bonsoir. Député La République En Marche de Côte d'Or. Maître Henri Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être fidèle à cette émission. Vous êtes l'une des plus grandes voix du barreau de Paris, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Et j'accueille avec plaisir Christophe Rouget, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Je vous donne la parole à tous les quatre dans un instant, messieurs, juste après la carte blanche qui va vous intéresser au premier chef, Adrien Quatennens. Carte blanche signée Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris. Tout de suite. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs, bonsoir maître. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, moi quand Macron a été élu, la France insoumise s'était fixé comme objectif d'être le premier parti d'opposition. 2 ans et demi après l'élection, on peut constater que c'est raté, puisque le premier parti d'opposition aujourd'hui, ça reste le Front National. Alors on l'a pu voir aux européennes où le FN a fait 3 fois plus que la France insoumise, puis on le voit aussi dans les sondages. L'ensemble des Français, là il y a un sondage IFOP qui disait ça assez récemment, considère que le premier parti d'opposition, c'est le Front National, on le voit 37%, 10 points devant la France insoumise, qui reste un peu le poulidor donc de l'opposition. Le Rassemblement national, il a changé de nom. Mais j'arrive pas à m'y faire. Moi, pourtant, ce conflit, ce mouvement social important sur les retraites devrait créer un contexte plutôt favorable aux insoumis. Oui, je suis d'accord. Moi, je me disais que c'était plutôt favorable pour LFI, mais en même temps, c'est pas facile pour LFI de se distinguer du Rassemblement national, puisqu'ils défendent les mêmes positions sur, en tout cas, la question des retraites. Mélenchon et Le Pen réclament toutes les deux la retraite à 60 ans, ils réclament les 40 annuités, ils réclament donc le retrait de la réforme. Mais ça, c'est sur le principe. Et je vous cite un autre exemple. Hier, Manon Aubry, qui était la tête de liste de LFI aux européennes, était sur BFM et elle critiquait les syndicats réformistes, notamment la CFDT. On l'écoute. Alors franchement, la CFDT qui joue le rôle de l'idiot utile, comme ils se sont fait avoir d'ailleurs au moment de l'assurance chômage. Alors, vous voyez, hier, c'était sur BFM, Marion Aubry dit la CFDT, l'idiot utile du macronisme qui un peu serre les plats à Macron. Eh bien, aujourd'hui, dans le Parisien, interview de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit Marine Le Pen? Exactement la même chose. Regardez, elle dit, voilà, les syndicats réformistes sont les idiots utiles du macronisme. C'est exactement le même son de cloche. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Stéphane? Vous êtes en train de nous ressortir un vieux serpent de mer LFI, Front National, même combat, ce serait pas si différent? Oui, je sens qu'Adrien Quatennens doit un peu se douter de ça, mais moi, je dis pas rien, je reconnais pas d'amalgame, je dis pas que le Rassemblement National est
France Insoumise, c'est la même chose, mais ils sont pas aussi opposés qu'on pourrait le croire. Enfin, c'est Mélenchon lui-même qui en parlait récemment. Il disait, quand Marine Le Pen s'est ralliée à la contestation, il a dit bienvenue aux adhérents, on l'écoute. Parce que si vous voulez, même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et quant à ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus, hein. Ah oui, il a l'air de penser, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a une passerelle en fait possible entre son parti et le Front National pour attirer des électeurs d'extrême droite. Mais en fait, s'il y a une passerelle, elle marche dans les deux sens forcément. Et donc le JDD disait ce week-end que sur 100 électeurs qui ont voté pour la gauche radicale municipale, il y en a 33 qui aux européennes, donc c'est avéré, ont voté pour le Front National. Donc vous voyez, la passerelle marche dans les deux sens. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clivage gauche-droite n'existe plus, c'est ça? Alors moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais je sais qu'il y en a qui croient encore à ce clivage gauche-droite, que Adrien Quatennens doit sans doute être, lui, se sentir de gauche, mais il se trouve qu'en fait, les partis qui réussissent le mieux aujourd'hui, donc le Rassemblement National et la République En Marche, sont les deux partis qui sont ni de droite ni de gauche. Enfin, en tout cas, Macron dit qu'il est et de droite et de gauche, Le Pen, elle dit qu'elle est ni de droite ni de gauche. Mais bon, vous la croyez? Franchement à droite, Marine Le Pen? Ah bah c'est sûr qu'elle est d'accord avec le France Insoumise sur la retraite à 60 ans, mais elle est quand même franchement à droite sur certains trucs, comme par exemple les violences exercées par les policiers. Donc d'abord, il faut dire que c'est son électorat, les policiers. Il y a eu un sondage en 2017 où on disait que plus de 50% des policiers votaient. Vous réagirez. Sondage IFOP, hein, attention. C'est un billet, c'est un édito. On parle de Monsieur Fourquet, qui est quand même le sociologue le plus averti qui est sur le sujet. Enfin, il y avait un sondage qui disait que les policiers votaient quand même plutôt pour FN, donc on comprend qu'elle ne se fâche pas avec eux. Puis on peut prendre un exemple concret. Ce matin, par exemple, la France Insoumise au Parlement européen, par la voix de Anne-Sophie, elle s'appelle Pelletier, je crois, a déposé une résolution pour dire il y a trop de violences policières en France, il faut que le Parlement européen se prononce. Elle faisait référence aux incidents récents, on l'écoute. Je voudrais vous rappeler une image que nous avons vue cette semaine, une jeune fille qui est violentée, bousculée par les forces de l'ordre ou alors des tirs de LBD à bout portant. Notre groupe de la GUE et la délégation France Insoumise demandent donc un débat et une résolution concernant l'interdiction des LBD, l'interdiction des grenades de désencerclement, ainsi que l'interdiction des plaquages ventraux qui sont interdits dans certains pays. Ah oui, ça fait une différence, parce que Marine Le Pen, elle a jamais réclamé l'interdiction des LBD, et ce matin, Jordan Bardella, il a voté contre, pareil, au Parlement, contre cette interdiction. Donc, on arrive à ma conclusion, vous impatientez pas, je vais conclure. J'ai l'impression que c'est vraiment une vraie différence entre donc Rassemblement National et les filles sur la question de l'attitude par rapport à la police. Il y a 70% des Français qui ont confiance en la police, et on a l'impression qu'il y a une défiance de la part des Insoumis sur la police. On a l'impression que 70% des Français aiment la police parce qu'ils réclament de l'ordre. Est-ce que c'est une bonne idée de leur proposer la révolution? La réponse d'Adrien Quatennens. Droit de réponse. Adrien Quatennens, finalement, est-ce que c'est ces questions fondamentales des violences policières, on va venir sur le dossier de fond, on aura le temps pour ça, vous inquiétez pas, ça vous permet au fond de retrouver un sujet qui parle essentiellement, j'ai envie de dire, à votre électorat? Non mais je vais réagir si vous me permettez à l'édito. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal là, j'avoue. Là oui, c'est assez calorique. Faut dire que l'entrée est assez consistante déjà. Bon, c'est tout en subtilité en plus, forcément. Tout le monde s'y retrouvera. Non, bon, d'abord peut-être commencer par vous rassurer, parce que je vous sens inquiet sur l'idée que potentiellement il pourrait y avoir l'alliance de la carpe et du lapin entre... Pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame. Ah surtout pas. D'ailleurs, je vous dis, franchement, votre édito ne laisse supposer aucun amalgame de votre part, c'était très clair. Et je pense mais que la question c'est, au fond, non, attendez, là, s'il vous plaît. Parler aux électeurs, oui, attendez, mais pareil, si vous me permettez de réagir d'abord à l'édito... Je vous laisse parler. Donc d'abord commencer par vous rassurer sur le fait que dans l'histoire avec un grand H, comme dans l'histoire la plus récente, nous sommes les adversaires résolus de l'extrême droite, et je peux vous dire avec certitude que ceci va demeurer. Cette mise au clair étant faite, je voudrais revenir sur un certain nombre d'allégations que vous avez pu faire, des affirmations qui sont fausses. Vous avez parlé effectivement d'espèces de concours Lépine pour être la première opposition. C'est vrai qu'au démarrage du quinquennat d'Emmanuel Macron, très rapidement, la France Insoumise était cataloguée, mais moi il ne m'appartient pas de faire les sondages, comme première opposition, que vraisemblablement le Front National tirerait les marrons du feu sans d'ailleurs qu'il fasse bien grand-chose, parce que vous dites que par exemple sur la question des retraites, nos positions sont communes.
Très franchement, vous voyez, par exemple, le document sur lequel je griffonnais, c'est un contre-projet complet sur les retraites qui a le mérite d'être financé. Vous voyez, c'est un travail qui est sérieux, d'opposition crédible que fait la France insoumise. J'ai pas vu que Marine Le Pen faisait le même travail. Hein, vous savez qu'elle a les mêmes chiffres, elle dit retraite à 60 ans. Elle dit retraite à 60 ans. Puis une fois qu'elle a dit ça, quand un de vos confrères, je crois que c'est Monsieur Bourdin l'autre jour, l'interroge sur comment fait-elle. Moi, si on m'interroge sur comment je fais, je peux vous prendre une heure pour expliquer comment je fais. Elle a dit il faut le retour au plein emploi, comme s'il suffisait de signer un décret pour que le retour au plein emploi. Donc moi, je veux dire aussi que si c'est une opposition et si elle est la première, si on en croit vos sondages, c'est un pétard mouillé de mon point de vue que l'extrême droite et le Rassemblement national. Et bien évidemment, nos positions ne sont pas les mêmes. Et je termine en vous disant que pour moi, le fait qu'effectivement la colère des Français, une colère qui s'exprime dans le pays, puisse être captée par le Rassemblement national, pour moi c'est un défi en quelque sorte. Parce que je ne veux pas de l'extrême droite pour notre pays. C'est un défi ou c'est un échec? Vous avez parlé, c'est un défi, d'abord et avant tout. Vous avez parlé de gauche radicale. Vous savez, il est d'usage de mettre des étiquettes à ses interlocuteurs. Moi, régulièrement, on me repeint d'extrême gauche. Moi, en vérité, je ne me sens pas du tout d'extrême gauche. Je me sens d'extrême intérêt général. Je me sens d'extrême volonté de planifier pour l'écologie, d'extrême volonté de partager les richesses. Après, les étiquettes, ça appartient à ceux qui sont des l'étiquette du Savipov qui a fait l'étude. Hein. Ils disait gauche radicale pour faire. En tout cas, pour moi, effectivement, Myriam Ankawa, il y a un défi. C'est que je vois que depuis plusieurs décennies, pour lutter contre la montée qui semble inexorable de l'extrême droite, on crie au fascisme et en fait, qu'est-ce que ça produit? Ça produit comme effet que l'extrême droite ne fait que monter, sans bien faire beaucoup d'efforts par ailleurs. Donc moi, si quelqu'un connaît une autre méthode pour faire reculer le Rassemblement national que de convaincre une part des gens qui votent pour eux de faire un autre choix, je demande qu'on me la présente. Mais en tout cas, j'ai une certitude. Parmi l'électorat du Rassemblement national, c'est clair, il y a des gens qui sont convaincus par les vues ethnicistes de Madame Le Pen et un projet qui, de mon point de vue, est raciste. Et donc vous comprendrez que nous n'avons rien à voir avec ça. Mais il y a tous les autres, ceux qui, j'en termine, à tort, ont intériorisé le fait que voter pour Marine Le Pen, c'était un moyen de mettre un coup de pied aux fesses de tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'en votant pour Madame Le Pen, on se met surtout un coup de pied aux fesses à soi-même. Parce que, par exemple, on a eu un grand mouvement de contestation sociale qui a réclamé des hausses de salaire, et cette femme court les plateaux télé pour expliquer qu'elle est contre la hausse du SMIC. Alors, les représentants du Rassemblement national ne sont pas sur ce plateau pour vous répondre, mais cette mise au point est très claire. Vous ne confondez pas les dirigeants de ce parti et leurs électeurs. Merci. On va avancer. On va ouvrir ce dossier. Il est complexe, il est sensible. Je suis d'accord. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Des violences policières. Il y a eu la mort, on va en reparler, vous verrez les images tout à l'heure, mais par asphyxie de Cédric Chouviat, ce chauffeur-livreur. C'était le 5 janvier dernier des suites de son interpellation après un plaquage ventral. Le 9 janvier, un CRS tir au LBD à bout quasi portant quand sa hiérarchie lui commande une distance de 10 mètres. Le 11 janvier, à Lyon, une étudiante filmant une manifestation du 4e étage de son immeuble est visée par une grenade lacrymogène. Le président de la République... La préfecture dit que c'est un galet qui a échappé il y a deux versions. Elle n'est pas visée directement, mais voilà. Elle est victime, entre guillemets, de ce... il faut défendre la police, c'est affreux. Hein, de cette grenade. On a le temps pour le faire. D'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, avant de vous remontrer ces images, Emmanuel Macron est revenu là-dessus, aujourd'hui, en marge de son déplacement à Pau. Il qualifie ces images d'inacceptables, appelle à la déontologie, mais ne veut pas généraliser. Écoutez. Il y a eu, très clairement, des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de mes professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Alors, aucune complaisance, on l'entend, Didier Paris. Je voudrais comprendre et je voudrais faire un premier tour de table pour avoir votre diagnostic, votre analyse sur le pays. Qu'est-ce qui se passe? On est en face d'actes isolés qui sont de plus en plus nombreux parce que la violence monte, parce qu'il y a des mouvements sociaux parfois difficiles, parce que les forces de l'ordre sont sous pression. Isolés, ou est-ce qu'on est en face d'un problème fondamental dans notre pays avec la question du maintien de l'ordre? Est-ce que c'est un problème de fond? Enfin... Je pense qu'on est face à une société qui se fracture et qui se parle pas, et qui se comprend pas, et une violence qui se développe dans la rue de manière tout à fait inadmissible. Il faut dire quand même que les policiers remplissent un rôle républicain. Ils assurent le maintien de l'ordre républicain, c'est leur tâche, ils ont cette légitimité fondamentale. Vous parliez des policiers en premier, mais là, je vous ai quand même fait une liste je fais une tour. De victimes de violences policières. Les policiers remplissent un rôle fondamental, il faut les respecter, il faut les remercier au quotidien pour ce qui est fait. Après, on a des tensions
dans les phénomènes de manifestation, des tensions qui sont extrêmement vives, qu'on a rarement connues dans une époque récente. On l'a connue, mais il y a beaucoup plus longtemps, en réel. Mais dans une époque récente, on l'a rarement connue. C'est le résultat d'un certain nombre de phénomènes sociaux sur lesquels on ne va pas revenir. Moi, ce qui me frappe, c'est que, il faut surtout pas amalgamer ce que dit très précisément le président de la République. C'est pas les violences policières, c'est les violences de certains policiers, certains gendarmes. Ça n'existe pas, les violences policières ? C'est les violences de certains policiers, certains gendarmes. Pas d'amalgame. Et quand on constate un certain nombre de violences, comme on a pu le voir avec une société de l'image immédiate, elles ne sont pas admissibles pour autant. Donc il faut qu'on retrouve une voie de l'éthique. Alors justement, du travail de police. La voie de l'éthique, je vais me tourner vers l'avocat que vous êtes, Henri Leclerc. Dérapage isolé, individuel, ou dérive sécuritaire? Attendez, bien sûr qu'il y a des dérapages individuels, mais j'emploie, moi, le terme violence policière. Et attendez, vous avez le droit. Ce n'est pas ma position de défenseur militant des droits de l'homme qui dit ça. Il y a un article qui est paru cette semaine, un éditorial du Monde. Le Monde n'est quand même pas un journal d'extrême gauche, qui parle d'une violence qui est devenue, avec un mot à la mode, systémique. C'est-à-dire qu'il explique bien que le problème qui est en cause, ce n'est pas la violence de quelques policiers, c'est la violence policière. Ce que quelques policiers exercent. Mais alors, les violences contre les policiers augmentent elles aussi en permanence. Vous avez dû mettre... C'est un sujet sur lequel on ne peut pas se contenter de dire 3 mots. On vous écoute. Alors, voilà. Alors, il y a un système, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être les images. Parce que nous, moi, à la Ligue des droits de l'homme, nous, ça fait des années que nous dénonçons ces violences policières. Ça fait des années que nous faisons des communiqués. Si on regarde les communiqués de la Ligue des droits de l'homme, vous avez depuis 10-15 ans une pile de communiqués. Toutes les fois qu'il y a Mais mettez-nous des mots, alors c'est quoi? Une dérive sécuritaire, c'est lié à quoi? C'est la menace terroriste. Mettez des mots sur... Madame, si vous parlez de violence policière et de système. Que le problème que l'on pose, il y en a 2. Il y a premièrement le refus de voir que certaines méthodes sont des méthodes inadmissibles. On parle du LBD, là. Choulia, moi je vous parle là, le plaquage. Un instant, Hajimi, il a été tué à Grasse, exactement dans les mêmes circonstances. Compression thoracique, compression ventrale, clé d'étranglement bloquant les voies respiratoires supérieures. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un avis du défenseur des droits, une indignation. Il a fallu presque 10 ans pour obtenir enfin, après des non-lieux, après des refus, après une intervention massive des syndicats policiers, de la hiérarchie policière, pour qu'enfin la Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne 2 policiers à 2 ans de prison. Vous diriez, maître, vous, que ce regain de violence, vous diriez que ce regain de violence dans les manifestations et la police, est-ce que vous diriez que la police en est à l'origine? C'est ça le débat. Mais non, mais je dis que ce qui en est à l'origine, c'est la hiérarchie. Et c'est lié aux techniques de maintien de l'ordre, c'est ce que vous dites. Les policiers exercent une violence dont on peut estimer qu'elle est légitime. Raison de plus pour qu'elle soit encadrée dans des règles. Parce qu'on voit les traquenards dans lesquels tombe la police, dans lesquels tombent les pompiers, il y a une violence de la société quand même. Cette façon de dire, c'est la faute de quelques policiers, ne me paraît pas admissible. Laissez-moi finir, excusez-moi. Allez-y, mais j'aimerais... Cette façon de dire, mais non, c'est la violence de quelques policiers. Non. Ce qui est responsable d'abord, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, elle n'est jamais mise en cause. On utilise les policiers. Ils en peuvent plus. Ils sont épuisés dans des conditions effrayantes. Moi, j'ai une certaine solidarité avec eux. Et c'est vrai qu'il y a des dérapages. Mais ces dérapages, ils sont permis. Parce qu'il y a la hiérarchie. Et parce qu'il y a des règles qu'on ne veut pas appliquer. Il y a 10 ans, ce que vous dites est grave dans notre pays, maître. Il faut doit être supprimée. Avoir une réponse. Christophe Rouget, qu'est-ce que vous répondez à maître Henri Leclerc qui dit problème de hiérarchie, problème de technique utilisée par les policiers qui constituent la doctrine du maintien de l'ordre. Ce ne sont pas des actes isolés, même si les policiers sont sous pression. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Les policiers et gendarmes, c'est 250 000 personnes, des hommes et des femmes qui essayent de rentrer dans ces professions pour protéger leurs concitoyens, pour interpeller des individus, des casseurs, pour arrêter des cambrioleurs. C'est des jeunes qui sortent de facultés, qui ont 25 ans, qui font des interpellations, qui font du maintien de l'ordre. Tous ces gens-là, ils ne rentrent pas pour aller commettre des violences contre les citoyens. Alors sur 250 000 personnes, oui, il peut y arriver que certains
personnes craquent parce qu'elles ont fait 12 heures, 13 heures de terrain. Ça veut dire quoi, craque? C'est justifié? Ah non, je ne justifie pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des erreurs comme dans toutes les professions. Et lorsque vous êtes soumis à... Et c'est pour ça que notre profession est particulièrement surveillée par la justice, par les médias, par tous les organismes indépendants, parce que nous avons... L'IGPN est systématiquement saisi. On va voir après ce que deviennent les enquêtes. Après. Justement, comme le disait Maître, une violence légitime à exercer pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais sur le fait qu'on le voit sur ces vidéos, et j'imagine que pour vous au quotidien, l'existence des réseaux sociaux change tout, parce qu'on est passé dans une guerre immédiatement montrées. On est passé dans une guerre asymétrique où on a d'un côté des images qui sont montrées qui génèrent une émotion que nous avons tous quand nous voyons certaines images. Sauf c'est comme, malheureusement sur l'interpellation, c'est comme si vous voyez les 5 dernières minutes d'un film et que vous disiez, en voyant ces 5 minutes, vous avez compris tout le film. Non, c'est la grande différence entre l'émotion que peuvent générer des vidéos et puis ensuite le temps de la justice, Maître, vous le savez, où on va déterminer ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Alors on va aller voir ces images, je vous l'ai dit, pendant des mois, et vous aurez la parole, Adrien Quatennens. Ah oui, la ligne du gouvernement, elle était claire, les violences policières n'existaient pas. Si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. C'est ce qu'expliquait Christophe Castaner il y a encore quelques semaines. Depuis dimanche, le gouvernement a changé de ton. Oui. Et Louise Grégoire. Avant, l'exécutif défendait systématiquement les forces de l'ordre. Jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. On vous a entendu dire je n'ai jamais vu un policier attaquer un manifestant ou un journaliste. Est-ce que vous seriez aussi affirmatif aujourd'hui? Oui. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ces images parlent d'elles-mêmes et provoquent l'indignation sur les réseaux sociaux. Manifestants à terre, frappés par un policier place de la République. Une jeune femme amenée volontairement au sol par un croche-pied à Toulouse. Dimanche dernier, Édouard Philippe excuse les forces de l'ordre. Quand on veut désigner les policiers, on peut utiliser le terme force de l'ordre ou gardien de la paix. Les deux sont importants. Il faut parfois utiliser la force pour amener l'ordre. Mais hier, c'est un autre son de cloche. Ces images obligent le gouvernement à changer de ton et de posture. Le croche-pied, par exemple, que vous avez montré, où là, il est évident que c'est à minima un acte imbécile, mais je pense que c'est un acte honteux. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Des images choquantes, il y en a d'autres comme celle-ci. C'était le 3 janvier dernier, à Paris. On y voit le livreur Cédric Chouviat à terre se débattre face aux forces de l'ordre. Quelques minutes après son interpellation, l'homme décédera. Face à cette situation, Christophe Castaner a reçu aujourd'hui les parents du livreur Place Beauvau. J'ai trouvé un père de famille, un homme qui m'a parlé, qui a répondu à nos questions. On n'est pas une famille anti-police, on n'est pas une famille anti-jugement. Même si l'exécutif refuse toujours d'employer l'expression de violence policière, il rappelle désormais les forces de l'ordre à l'exemplarité. Adrien Quatennens, vous saluez au fond les mots du jour par rapport au précédent. Il était temps pour vous qu'ils soient nommés, ces problèmes-là? Incontestablement, il y a un changement de ton, mais j'ai envie de vous dire qu'il est un peu tardif. Et comme je suis d'accord avec ce que vient de dire Maître juste avant, je crois qu'il y a des responsables politiques qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités depuis un certain temps. Vous savez, d'abord, je vais commencer par dire quelque chose, c'est que le sujet, il a, de mon point de vue, depuis quelques jours, en fait, franchi un certain seuil. Il a commencé à intéresser le grand public. On a vu des grandes chaînes d'information diffuser ces images qu'elles ne diffusaient pas avant, parce que la réalité, c'est que ces images, elles datent pas d'hier, et que sur les réseaux sociaux notamment, il y en a depuis très longtemps. Donc, mais là, je pense qu'il y a des images qui ont effectivement franchi un seuil et qui suscitent une émotion populaire que tout le monde comprend en les voyant, et je pense qu'on sera tous d'accord. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que évidemment que j'ai bien conscience, en disant cela, des conditions particulièrement difficiles du travail des effectifs de police. Et d'ailleurs, vous savez... Les insultes, les crachats à la figure, parfois les jets de pavés, parfois même les coups. Il y a aussi des vidéos, mais je le précise, où on l'a vu pendant les mouvements des Gilets jaunes notamment, des policiers un peu pris au piège dans des locaux fermés. Si vous voulez bien me laisser développer un peu, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je suis bien conscient de ces conditions de travail spécialement difficiles. Récemment, un syndicat de police a pris la France Insoumise en grippe en disant qu'on était anti-flics. Voyez-vous, nous le sommes tellement qu'on en a demandé 15 000 de plus. On a demandé à ce que les commissariats soient remis en état, parce que vous savez, ce que l'on observe avec la police, finalement, c'est que la police n'échappe pas au délitement de l'État républicain. On parlera après de la santé. C'est finalement l'érosion en cours de l'État républicain sous les coups du néolibéralisme, de mon point de vue, et la police en fait aussi les frais. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, et qu'il fallait aussi payer les millions d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées aux fonctionnaires de police, qui sont rudement usés,
on voit bien effectivement qu'on a un souci. Alors, dans police républicaine, il y a républicaine. Et je suis désolé de vous dire que quand on a quelqu'un dans les effectifs qui est prêt à tirer à bout portant avec un LBD sur un manifestant, on n'a plus affaire, en tout cas en l'espèce de cette personne, à un membre des effectifs de police, mais quasiment à une milice. Et ça, ça n'est pas tolérable. Un policier, on ne peut pas mettre toute la police, dire que la police n'est pas républicaine sur le comportement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? S'il vous plaît, arrêtez, parce que toutes vos interventions depuis le début de cette émission sont des caricatures. J'ai commencé précisément par prendre toutes les précautions. Non, mais attendez, laissez-moi. Le nombre d'agressions et d'outrages contre la police n'a cessé d'augmenter. Cher monsieur, je suis d'accord avec vous. Les policiers sont régulièrement agressés. Cher monsieur. Regardez comme ils sont tombés dans les traquenards, mais pas que les policiers, les pompiers aussi. Monsieur. Je suis d'accord avec vous et j'ai même commencé par prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement... La question, c'est est-ce qu'on peut sortir du face-à-face, dont la violence nourrit chacun des camps. On parle beaucoup de maintien de l'ordre. Mais de quel ordre s'agit-il de maintenir? Il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Si on reprend les gilets jaunes, par exemple, la réponse ne peut pas être policière, elle est d'abord et avant tout politique. Sur la réforme des retraites, c'est pareil. Sur le maintien de l'ordre, vous demandez... Laissez-moi terminer, on ne peut pas faire une réforme des retraites à coup de matraque, ça n'est pas possible. Si le peuple français n'en veut pas, on ne peut pas l'imposer par la force. Sur certaines pratiques, il y a des pratiques qui ont été mises en cause. Par exemple, sur le plaquage ventral. La fin du plaquage ventral? Nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour que l'on interdise des pratiques qui sont par ailleurs mises en cause dans certains pays pour leur dangerosité. Par exemple, le plaquage ventral, dont on sait par exemple qu'il a aussi été à l'origine de la mort d'Adama Traoré, dont certains pays d'ailleurs ont procédé à l'interdiction, de la même manière que l'usage des LBD ou des grenades de désencerclement. Je vais vous dire une chose, et j'en terminerai là. Prenons l'exemple qui avait suscité aussi beaucoup d'émotions de ce gilet jaune Manu du Valenciennois qui était monté à Paris le jour de la manifestation anniversaire des gilets jaunes place d'Italie. Manu, je l'ai rencontré depuis, c'est quelqu'un qui a le pacifisme chevillé au corps, qui déteste les casseurs dans les manifestations parce que précisément lui pense que les conditions d'un rapport de force politique c'est qu'il y ait le nombre, et moi je suis d'accord avec ça, et que la condition pour que le nombre s'implique c'est que ça soit non violent et qu'on ne craigne pas pour sa sécurité lorsque l'on va manifester. C'est les images qu'on voit là. Ce jour-là, il m'a dit, j'ai le sentiment d'avoir été envoyé dans un guet-apens. Depuis le matin, il y avait des casseurs sur place, on ne les empêchait pas de fonctionner. Par contre, nous, les Gilets jaunes, on a été envoyés là, et vous vous souvenez qu'il a pris un tir tendu en pleine figure, et il a perdu l'usage de son œil. Donc oui, je pense que dans les rangs de la police, il y a des problèmes. Je ne généralise pas, mais il y a des problèmes dans les rangs de la police. Et quand un syndicat de police va jusqu'à l'insubordination en mettant en cause des magistrats, etc., je pense qu'effectivement, le républicanisme au sein de la police est largement érodé et qu'il faut pouvoir le dire très tranquillement pour y travailler. Et bien évidemment que ce sont les donneurs d'ordre qui sont à mettre en cause et que notamment messieurs Castaner et pour ce qui est du préfet de police l'allemand, eh bien ont de larges responsabilités. Vous réclamez la démission dans la manière du préfet l'allemand, j'imagine. Depuis un certain temps. Vous l'avez déjà dit de nombreuses reprises. Il y a quand même un débat de fond, le LBD. Stop ou encore? C'est un vrai débat. Je ne parle pas que du LBD. Il y a un vrai débat. Maître Henri Leclerc demande son arrêt définitif comme technique. J'aimerais qu'on ait un regard un peu circulaire, un peu plus large. C'est-à-dire que j'ai vu aussi des manifestants avec une seule et unique volonté qui n'est pas de défendre une demande sociale, mais uniquement de casser du flic. Donc voyons la réalité des choses. Et soyons cohérents là-dessus. Mais la femme qui a pris un Adrien, moi j'ai rien dit, j'écoute religieusement. C'est pas pour autant que j'accepte. Oui, mais vous pouvez pas dire que ce qu'on a vu pour les images qu'on a vues, c'est pas ce que vous voudrais juste finir pour dire quoi. Il y a manifestement, à mon sens, une augmentation, une tension anormale. Et il faut que nous trouvions les moyens de réduire cette tension. Mais donnez-nous des exemples concrets. Si le plaquage ventral, est-ce que vous êtes favorable à cette technique? C'est concret. Le plaquage ventral, il a, me semble-t-il, mais moi je suis pas policier, il a un intérêt, c'est que c'est la seule chose qui permet correctement et en sécurité des policiers de mettre des menottes quand c'est nécessaire. Bon, après. Fracture du larynx, asphyxie. Pardonnez-moi. Après. Comment peut-on dire une chose pareille? Pardonnez-moi, Ahmed, je vous ai pas non plus interrompu. Vous avez pas vu les avis de la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne vous ai pas interrompu, pardonnez-moi. Et essayez d'écouter de temps en temps, vous verrez, c'est utile. C'est utile. Moi, ce que je considère que c'est, si on doit avoir une réflexion sur les modes de comportement policier, j'y suis d'accord. C'est d'ailleurs ce que le ministre a initié avec des conventions citoyennes qui se sont tenues ce week-end. Moi, je participe cette semaine sous l'égide du préfet à une discussion avec des élus et avec des citoyens. Il n'y a pas de doute que nous devons reprendre un schéma qui permette de faire en sorte que la violence
des manifestants ne se voient pas répondre à une violence institutionnelle. Il faut que chacun fasse des gestes. Il faut que nous fassions baisser cette tension qui n'est pas normale, qui n'est pas admissible. Vous pouvez ouvrir la porte à une réflexion. On sait que juridiquement, le Conseil d'État sur le LBD n'a pas ouvert la porte à l'interdiction, au contraire, en disant que c'était un moyen utile pour maintenir les forces de l'ordre en matière de situation très tendue. C'était un recours devant le Conseil d'État. Là, on a un cas très concret, un drame, ce Cédric Chouviat. Vous n'est pas dans le cadre du maintien de l'ordre. Pas du tout, absolument. Simple interpellation. D'interpellation. Donc c'est interdit à New York, c'est interdit à Los Angeles, il y a déjà eu des morts. Qu'est-ce que le policier On se demande pourquoi ça ne serait pas interdit en France. Ils ont déposé une demande d'interdiction. Donc si ça avait été interdit, on n'en serait pas arrivé là. Peut-être c'est ce qu'on se dit. Enfin moi c'est ce que je me dis en tout cas. Vous savez, les policiers ils sont profondément républicains. Je suis à la CFDT et ce qu'on veut, et on a proposé aux parlementaires d'ailleurs dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est qu'il y ait moins de blessés parmi les policiers et parmi les manifestants. Donc toutes les mesures qui permettent qu'il y ait moins de blessés vont dans le bon sens. Ce qui se passe, c'est que le politique, depuis 30 ans, notamment sur le maintien de l'ordre, il a dit non, il n'y aura plus de problème de maintien de l'ordre dans les années à venir. On a supprimé des compagnies républicaines de sécurité sous Nicolas Sarkozy. On a laissé les véhicules, par exemple les véhicules blindés qui sont intervenus au mois de décembre dernier, qui avaient 50 ans. Donc on a laissé tout se déliter tranquillement. Et on a envoyé des gens qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Donc par exemple, sur le LBD, c'est le cas. Les forces de l'ordre ne sont pas formées au LBD. Et lorsque vous avez des mettez des choses concrètes qui je ne peux pas être plus concret. Parce qu'on connaît la souffrance des policiers. Il y a encore des suicides. Il y a des gens aujourd'hui, et certains ont mis de l'huile sur le feu tout au long de cette année, qui disent qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de LBD. Il faudrait qu'il n'y ait plus de menottes, qu'il n'y ait plus de tomba, qu'il n'y ait plus de gaz lacrymogène. Moi, après, je pose la question. Quand vous avez, malheureusement, aujourd'hui, vous avez des milliers d'interpellations tous les jours, de délinquants, de gens qui ne respectent pas le code de la route, comment on fait pour interpeller quelqu'un qui ne veut pas se les interpeller? Aujourd'hui, il y a des risques pour les deux personnes. Là, vous me parlez du plaquage. Oui, donc, vous défendez le plaquage pour que ce soit très clair. Je ne défends pas le plaquage. Je dis comment fait-on si on enlève tous ces outils aux policiers pour arrêter un délinquant de la route ou un délinquant du quotidien? Les principaux blessés sur pourquoi dans certains pays, ça n'existe pas et on arrive à maintenir l'ordre? C'est évidemment dramatique et ça interroge, il n'y a aucun doute là-dessus. Évidemment qu'il faut réfléchir à chaque fois et regarder. Dans certains pays, c'est autorisé. C'est une bavure ce qui s'est passé pour Cédric Chouviat. C'est une bavure ou pas? C'est un accident dramatique. Moi, je pense à cette famille d'abord. Je pense aussi aux jeunes policiers qui ont fait cette intervention. Mais c'est des accidents qui, malheureusement, sur des interpellations arrivent. Il faut tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise jamais. Donc il faut étudier la situation. Donc vous ouvrez la porte, le syndicat que vous représentez, à l'interdiction de cette technique. Mais Maître Leclerc, vous aurez le la parole. C'est invraisemblable. Je vous donne la parole. Cet acharnement à mettre en cause uniquement le dérapage de certains policiers épuisés, c'est invraisemblable. La police, c'est un problème de commandement. Le problème de l'immobilisation ventrale a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme il y a 15 ans, a été condamné il y a plus de 10 ans par le défenseur des droits disant que c'est une folie. La balle de défense, la LBD, a quand même mis 25 personnes qui ont perdu un œil avec ça, qui étaient des personnes qui n'étaient pas violentes. On a dit, mais attention, maintenant on photographiera chaque balle de défense. On ne le fait pas. En définitive, est-ce que on fait une véritable réflexion? On dit, mais on ne peut pas arrêter les gens autrement qu'en faisant l'immobilisation ventrale, quand tous ceux qui ont étudié la question, les études sérieuses, par des chercheurs, disent tous que c'est une folie cette technique, que si vous voyez les expertises dans l'affaire Hajimi, n'est-ce pas, les médecins disent mais enfin c'est pas possible d'écraser le thorax des gens et en même temps de leur serrer le cou. Eh bien voilà, alors le problème, c'est que c'est un problème de commandement. Or, glisser toujours, dire c'est pas une violence policière, c'est des policiers, s'acharner sur quelques policiers qui ont dérapé. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, ils ont dérapé, mais en même temps, si on se refuse à poser le problème essentiel, qui est le problème de la hiérarchie, si on se refuse de se poser la question des causes profondes de ces dérapages, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire quelque chose de terrible. On rend les policiers, eux, on les rend, c'est terrible ce qui leur arrive. Ils ont l'impression que c'est eux seuls. Il n'y a pas de commandement. Et on est en train d'arriver à quoi? À un divorce entre l'opinion publique, entre le peuple
et la police. Rien n'est pire. Merci. Pas de raison de Merci, j'entends que vous acquiescez et que le député de la majorité que vous êtes entend aussi le message d'Henri Leclerc. Merci messieurs. On va s'arrêter là. Éric Chouviat, Cédric Chouviat, c'est un drame. Merci, vous restez avec nous. Adrien Quatennens, on va maintenant aborder un tout autre sujet, ou pas tant que ça, parce que vous nous parlez des mouvements sociaux, de la question des retraites, mais après la bataille de la rue dont on a beaucoup parlé, et le bras de fer avec les syndicats, c'est un nouveau front qui s'est ouvert, et il s'est ouvert ici même au Palais Bourbon. Alors à droite comme à gauche, les députés rejettent en bloc le calendrier parlementaire prévu sur la réforme. Le projet de loi est censé être discuté le 17 février, alors que vous le savez, les syndicats ont jusqu'au mois d'avril pour faire des propositions sur la question essentielle du financement. Au premier rang des indignés, il y a votre patron, si j'ose dire, Jean-Luc Mélenchon, qui réclame une motion de censure. On va l'écouter. Sur le plan donc de la vie parlementaire, la situation est des plus étranges. Un texte est parti, il va arriver sans doute ici, on nous annonce qu'il y aura des trous dedans, c'est la première fois, j'en ai vu moi des choses dans les parlements, mais alors un texte à trous c'est la première fois. C'est-à-dire que nous serons en train de délibérer sans savoir pour finir ce qui sera réellement décidé. Et ça, je ne sais pas dans quelle démocratie au monde une pratique pareille existe, où on présente à un parlement un texte, on le fait voter dessus, mais c'est pas celui-là qui s'appliquera, c'est un autre. Donc on est aussi sur le plan parlementaire dans une situation de coup de force, on nous tord le bras pour nous faire quelque chose qui ne correspond pas à la mission qui nous a été donnée en tant que députés par le peuple et par la Constitution. Voilà donc Jean-Luc Mélenchon. Pour y voir un peu plus clair sur cette bataille de calendrier, Stéphanie Despierres nous attend, celle des 4 colonnes à l'Assemblée. Stéphanie, les mots de Jean-Luc Mélenchon sont forts, mais est-ce qu'on est vraiment devant un déni de démocratie dans cette affaire ? Eh bien, Myriam, c'est en tout cas ce que dit l'opposition de gauche comme de droite. Damien Abad, le patron des députés Les Républicains, parle lui aussi de déni de démocratie et d'affaiblissement de l'Assemblée. Et c'est vrai que le calendrier n'est pas orthodoxe. Les députés vont plancher sur la loi retraite à partir du 17 février dans l'hémicycle et même du 3 février en commission, sans avoir tous les éléments budgétaires, puisque la conférence de financement entre partenaires sociaux n'est censée rendre ses conclusions qu'en avril. Bref, le texte sera à l'Assemblée, alors que le financement se jouera à l'extérieur du Palais Bourbon. Pas de problème, pas d'entourloupe, dit la majorité. En février, l'Assemblée définira l'architecture du nouveau système de retraite. Au printemps, lors du retour du texte, les députés intégreront les paramètres financiers. Vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon réclame une motion de censure, mais pour l'instant, il n'y a aucune chance pour qu'elle aboutisse, puisque pour la déposer, il faut 58 députés sur 577. Et pour le moment, personne n'emboîte le pas à la France Insoumise. Le PS a dit non, les communistes aussi. Ce n'est pas le bon moment, disent-ils. Ils veulent toujours le retrait de la réforme. Bref, avec 18 députés de la France Insoumise, à peine lancée, la motion de censure semble déjà enterrée. Merci beaucoup Stéphanie, et j'accueille sur ce plateau Coralie Dubos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche de l'Hérault. Elle fait pchit, votre motion de censure. On aurait pu imaginer que les socialistes, les communistes, certains députés non inscrits allaient mêler leur voix aux vôtres. L'idée vient d'être lancée, donc attendons un peu. Mais si vous voulez, c'est un des instruments de plus que nous ayons pour pouvoir finalement essayer d'en faire rabattre le gouvernement sur cette réforme des retraites, une de plus. Alors après, bon, que pour l'instant certains groupes soient frileux, moi je l'entends. J'ai vu tout à l'heure que Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste, s'était prononcée en disant qu'effectivement elle n'était pas pour cette motion de censure immédiatement. Mais bon, on sait par ailleurs qu'elle n'est pas foncièrement hostile à la retraite par points, qu'elle pense que c'est plutôt un problème de calendrier, d'impréparation du gouvernement. Bon bref. Est-ce que vous voulez dénoncer là, en allant jusqu'à censurer le gouvernement, c'est quoi précisément? On connaît votre combat, vous demandez le retrait sur le fond du texte. Mais là, sur le calendrier parlementaire... Vous savez, demander le retrait, c'est pas juste une posture politique. Hein. Moi, si la réforme était bonne, je l'applaudirais dès demain, c'est pas le sujet. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une posture, non. Je pense que maintenant, et ce qui fait d'ailleurs qu'après plus de 40 jours de grève, ce qui en fait d'ailleurs le mouvement social le plus long de ces 40 dernières années, ce qui fait qu'on voit encore l'opinion soutenir davantage et que ce soutien croît au mouvement de contestation, c'est que plus les gens s'y penchent, plus ils comprennent ce qui est en cause, plus ils comprennent, pour faire simple, même si j'espère qu'on aura un peu le temps d'évoquer le fond, que la retraite par points, ça va faire de la variable d'ajustement unique la vie des gens par l'âge auquel vous partirez à la retraite avec un taux plein, et ils n'en veulent pas, tout simplement. Donc il faut pouvoir utiliser les différents instruments qui sont à notre disposition. Et donc il faut pouvoir amender. Et puis, pour répondre à la question que vous posiez à votre interlocutrice, vous demandiez mais en quoi est-ce un déni de démocratie? Moi je fixe juste un exemple qui montre en quoi c'est un déni de démocratie. Souvent quand les députés de La République En Marche ou le gouvernement n'ont plus d'arguments sur le fond pour justifier que la réforme serait bonne,
et que finalement nos arguments à nous portent, ils en appellent à l'élection d'Emmanuel Macron et à son programme dans lequel il avait dit qu'effectivement il réformerait les retraites. Alors moi, pour toutes celles et ceux qui auraient gardé sur la table de nuit le programme, je vous invite à le ressortir, le programme du candidat Macron en 2017. En page 13, on évoque très clairement les retraites et c'est écrit noir sur blanc sur les retraites, je ne toucherai ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Précisément, c'est un double mensonge, car le système par points va faire les deux. Il va non pas toucher à l'âge légal de départ, tout le monde l'a compris, mais le rendre extrêmement théorique avec un âge d'équilibre et va faire en sorte que que le niveau des pensions vont baisser. Et je veux dire qu'il y a un mensonge éhonté de la part, y compris d'Édouard Philippe, qui redit l'autre soir au JT qu'il n'y aura pas de baisse du niveau des pensions. Mais si, parce que si à âge égal, comparativement au système actuel, il faut encore travailler davantage pour atteindre le même niveau de pension, c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions aura diminué. Et je pense que ce qui ne joue pas en la faveur du gouvernement, c'est que même si la grève est difficile pour ceux qui la font et ceux qui la subissent et qui espèrent le pourrissement, plus le temps passe, plus les arguments se diffusent et plus les gens comprennent. Voilà pour l'argumentaire sur le fond. Mais si on vous a invité, parce que sur le fond et sur la forme, parce qu'il vous a parlé de posture, c'était quand même intéressant aussi d'entendre la France Insoumise reconnaître qu'ils utilisent la motion de censure strictement comme un instrument institutionnel pour mettre en difficulté, mais ils rejouent les élections. Mais Coralie Dubost, il y a quand même un sujet. Vous êtes député, ce mandat vous tient à cœur, vous avez été rapporteur de la loi bioéthique, vous avez pris le temps de changer le texte, de l'amender. Bon, il y a un texte à trous qui vous est soumis. C'est pas un texte à trous, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Une architecture, on est en train de changer complètement de logique. Le plus important, la mesure de c'est pas le plus important, justement. Le financement, ce sont les syndicats qui vont proposer après vous. C'est un problème, ça, quand même. Ça, c'est très important. Effectivement, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle et dans nos campagnes législatives, quand nous les avons conduites, et nous avons parlé de ce régime universel par point. Pas de mesure d'âge, c'était pas dans le programme. Voilà. Ça, vous le concédez à M. Oui, il n'y avait pas de mesure d'âge dans le programme, on est bien d'accord. Donc on était sur un changement de pacte social, c'est quand même quelque chose de très fort, de très puissant, qui se justifiait selon nous et qui se justifie toujours selon moi aujourd'hui du fait de l'histoire de la construction de nos régimes de retraite, où certains corps ont pu constituer un régime qui garantissent aux travailleurs une retraite digne, et d'autres corps n'ont pas pu se constituer du fait de l'histoire, ou pas en même temps, pas suffisamment, et où notamment les femmes, les agriculteurs, on connaît les professions qui sont extrêmement défavorisées au niveau de la retraite, et où aujourd'hui on se dit, on remet tout à plat, et on refond quelque chose. Énormément ça, c'est une immense réforme, mais c'est une immense réforme, on ne peut pas dire que c'est un texte. Mais l'actualité parlementaire du jour, c'est quand même de savoir que votre texte, il arrive le 17 février, il y a une conférence de financement qui va se conclure en avril, on attend de savoir. C'est un point essentiel, le financement. C'est-à-dire c'est pas la même chose, parce que vous avez, mais quel va être l'âge d'équilibre, et ça va se décider. Vous avez la façon dont vous l'organisez. C'est quand même moi ce qui me surprend, un problème. C'est pas l'actualité parlementaire, c'est l'actualité de l'opposition. Mais je vois que l'opposition arrive à faire en sorte que les médias suivent leur actualité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'opposition nous a dit pendant, et particulièrement l'opposition de gauche, nous a dit pendant des semaines, mais faites du dialogue social, faites un geste vers eux, montrez que vous leur faites confiance. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement envoie ce geste de confiance envers les partenaires sociaux, mais beaucoup de garanties, parce que d'ailleurs, après ce premier geste sur l'âge pivot, il y en avait eu des précédents où on avait dit la valeur du point sera garantie par les partenaires sociaux, approuvé Parlement, mais garantie par les partenaires sociaux, la gouvernance lui est confiée. Là, on va plus loin, on dit cette partie du texte vous indispose dans la façon dont on va gérer l'équilibre financier. Traitons-le en conférence des financements, c'est une proposition des syndicats, ils l'ont accepté, donc nous sommes en faveur des propositions des partenaires sociaux et c'est aujourd'hui reproché par l'opposition. Oui, mais vous voyez bien, vous avez avant-hier. Un conflit de temporalité. Il y a quand même une sorte d'incohérence dans la durée. Le Parlement n'est pas piétiné, selon vous. Mais non, pas du tout. Alors D'autant que nous aurons à l'examiner. Ensuite, ça repassera. Ça reviendra, ça ira au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée. On va prendre le pouls du côté des Républicains à présent. Bonsoir. Éric Pauget, vous êtes député des Républicains des Alpes-Maritimes. Vous n'avez pas hésité une minute à joindre vos voix aux Insoumis pour déposer une motion de censure ? Non mais écoutez, ce qui nous est proposé là, c'est un mépris total du Parlement. Comment vous voulez qu'on débatte de manière sereine et en confiance et en représentant les Français d'une mesure majeure sur la réforme des retraites sans en connaître le contour des finances ? C'est-à-dire que c'est un mépris du Parlement et on a l'impression que cette majorité, elle est gênée par la saisine du Parlement. Et moi, ce que je crains, c'est que, en plus de la crise sociale, il y ait une crise parlementaire et une crise démocratique. Parce que comment dire à des députés qui représentent les Français, qui représentent la nation, débattez de la réforme des retraites, et on vous dira en avril comment on la finance. Ça me semble un mépris extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans notre démocratie. Pourquoi
pourquoi, dans ces conditions, vous n'acceptez pas de joindre vos voix à celles des Insoumis pour déposer une motion de censure? Après tout, dans la procédure référendaire contre la privatisation de l'aéroport de Paris, un certain nombre de Républicains l'ont fait. Si vous êtes si mécontents, si vous craignez une crise parlementaire, autant s'allier pour s'y opposer. Parce que nous, on est favorable à une mesure d'âge. On ne pourra pas réformer les retraites dans ce pays s'il n'y a pas une mesure d'âge. Il y a 3 grands paramètres sur les retraites. Il y a ou bien vous touchez aux ressources, c'est-à-dire aux cotisations, mais à ce moment-là, vous affaiblissez le pouvoir d'achat, vous affaiblissez nos entreprises, ou bien vous touchez aux pensions, c'est-à-dire à ce qui est payé, et vous affaiblissez le pouvoir d'achat de nos retraités qui ont déjà subi et la CSG et la désindexation des retraites, ou alors vous avez la mesure d'âge. Et nous, on est favorable à une mesure d'âge. Donc, on n'a pas besoin de s'allier avec d'autres groupes d'opposition. Par contre, ce qui est impératif, c'est que le gouvernement revoie sa copie et propose la conférence de financement avant le débat démocratique à l'Assemblée nationale. Ça, ce serait possible. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci Éric Pauget. Une conférence de financement avant le débat ou un débat reporté pour qu'on puisse avoir l'ensemble du texte, y compris sur les Républicains veuillent absolument porter leur âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Mais de toute façon, ils nous le diront au moment où on aura ces ordonnances qui arriveront dans le Parlement. Je vous prends le pari aujourd'hui. Ça rend quand même un peu illisible ce débat, non? Mais non, puisque vous avez à la base une réforme qui vient sur le fond, sur l'organisation du système, sur les droits ouverts. Quels sont les droits, quels sont les grands principes, l'équité entre les individus. Donc un débat parlementaire sur le régime par points. Mais on le fait sur beaucoup d'autres sujets. Sur beaucoup d'autres sujets, chaque année, pendant l'année, on légifère sur des questions de principe et ensuite on a des lois de finances où on vient organiser le reste et la façon dont on vient financer les grands principes et les grands droits ouverts. C'est la même chose. Passer à la question de l'hôpital, Adrien Quatennens, au fond, vous pâtissez d'une forme de division de la gauche aussi. Comment se fait-il que vous avez réussi à vous allier, à faire estrade commune contre cette réforme des retraites avec des communistes, avec des socialistes, et que là, ça coince? Non mais ce sujet-là, il appartient, vous interrogerez les groupes qui ne veulent pas signer la motion de censure. Moi, par ailleurs, vous voyez, quand on voit le soutien à la mobilisation, malgré les grèves, et quand on voit l'opposition à cette réforme, je veux dire, ça dépasse très largement ces considérations politiciennes de savoir quel est l'étiquetage politique derrière tout ça. Moi, ça m'intéresse assez peu en réalité. Non, moi, je voudrais profiter juste de l'occasion, en 2 mots, pour éclairer les choses, parce que les Français nous disent surtout une chose, c'est qu'on a du mal à comprendre. En fait, j'ai l'impression que tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas. En réalité, bon, vous savez, l'universalité, c'est effectivement l'emballage. À chaque réforme d'Emmanuel Macron, il y a ces éléments de langage. Hein. Les ordonnances travail, c'était pour libérer les énergies. Bon, bah là, c'est l'universalité. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que la Macronie défend l'universalité, alors que précisément la loi travail, c'était le fait de saper une règle commune, le code du travail, qui était une règle universelle, qui s'appliquait à tous, pour faire autant de régimes spéciaux d'entreprise. Elle n'a d'universel que le nom, cette réforme. Oui, je vous entends. Attendez, juste allez, si vous voulez, vous gardez un peu de temps pour juste un petit mot sur le fond rapidement. Le but de la réforme d'Emmanuel Macron, c'est pas universel, tout ça, c'est bloquer la part des finances consacrées aux retraites à son niveau actuel, ce qui est une rupture historique. C'est donc l'annonce de la baisse des pensions. Et pour maintenir, si, je vous le dis, mais on aura un long débat si vous voulez sur le sujet. Oui, on aura un long débat. Et pour pouvoir faire ça, sa variable d'ajustement, c'est l'âge auquel vous partirez avec un taux plein, et donc inéluctablement le fait que les Français soient appelés à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, et chacun fournit ses armes avant le débat parlementaire. Solutions. Moi, j'en propose, et d'ailleurs, j'ai remis ça à Édouard Philippe parce qu'il a dit, nous, on est prêt à entendre toutes les modalités pour un retour à l'équilibre financier. Y compris celles des Insoumis. Là, il y a des choix qui sont différents des vôtres. Il y a quand même beaucoup de choses fausses qui sont dites que je suis obligée de corriger, parce que notamment sur l'espérance de vie après la retraite, la France est quand même le pays de l'OCDE où il y a le plus de temps entre le départ à la retraite et l'espérance de vie. Donc vous êtes venu très loin aussi pour parler de l'hôpital, et je sais que le sujet vous tient à cœur. Cet appel au secours, celui de plus de 1000 médecins hospitaliers, chefs de service des hôpitaux publics, ils ont pris la plume aujourd'hui pour écrire à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et démarche inédite. Ils ont décidé de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives. C'est une forme d'ultime cri d'alarme. Ahmed Tazir les a rencontrés. Regardez. Une haie d'honneur sous les applaudissements pour ces chefs de service à l'hôpital public. Ils ont décidé de démissionner de leurs responsabilités administratives pour ne plus participer à la gestion du manque de moyens. Concrètement, ils cessent de s'occuper des problèmes de personnel, des tâches administratives, de monter des projets de service et de participer à des réunions avec la direction. Conférence de presse à Paris et ces témoignages pleins d'émotions de médecins devenus comptables de fait, notamment en ce qui concerne la gestion des lits disponibles à l'hôpital. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort.
Parce que dans ma tête, je me disais, ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis. Et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. Des hôpitaux publics devenus pas assez attractifs, notamment au niveau des salaires. Résultat, une pénurie dangereuse concernant le personnel infirmier. Moi, je fais un service où je fais des greffes de moelle osseuse, des leucémies aiguës, donc des malades qui sont très très lourds avec des soins très techniques. J'ai 5 infirmières qui partent en janvier, j'en ai 4 qui partent en février, et elles sont 9 à partir dans les 2 mois, et j'ai aucun recrutement pour les remplacer. Plus personne n'a envie de travailler à l'hôpital public. Dans toute la France, ce sont 1200 médecins hospitaliers qui vont démissionner face au manque de moyens des hôpitaux. On fait des économies là où il ne faudrait pas les faire et on ne les fait pas là où il faudrait les faire. Sur les prescriptions inutiles, les actes inutiles. La France a un système prescriptif coûteux, comme les pays riches, mais sur lequel on pourrait faire des économies. Mais non, on fait des économies sur le personnel. Bon. Et bien donc ça casse. Ça casse et ce sont les usagers qui le disent aussi. Les usagers, ils nous disent, les pauvres, ils sont pas assez nombreux. Les urgences, j'attends trop longtemps. Comme j'ai un peu d'argent et que j'ai une mutuelle, je vais aller dans des urgences privées. Hôpital en urgence vitale, aux yeux des médecins, le 1,5 milliard d'euros sur 3 ans promis par Agnès Buzyn, c'est trop peu, trop étalé dans le temps. Il réclame 600 millions d'euros dès 2020 pour l'hôpital au lieu des 200 millions promis et une revalorisation significative des salaires. Bonsoir Xavier Mariette et merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de rhumatologie du CHU de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Déjà, vous faites partie de ces 1200 médecins qui ont fait ce choix de démissionner de leur fonction administrative. C'est le seul moyen qui vous restait pour vous faire entendre ? C'est beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse de démissionner de sa fonction administrative de chef de service. Oui, c'est vraiment le seul moyen. Ça fait 3 mois qu'on alerte le gouvernement. Ça fait 9 mois que les urgences alertent le gouvernement. On a fait 2 grandes manifestations qui ont connu un succès public et on a obtenu un plan qui, dans votre reportage, est indiqué de 1,5 milliard sur 3 ans. Mais malheureusement, c'est beaucoup moins. C'est 200 millions par an, donc 600 millions sur 3 ans, sur un budget de l'hôpital public qui est de 85 milliards par an. L'hôpital manque de tout. À entendre tous ces personnels, des infirmiers aux médecins, aux chefs de service, aux directeurs d'hôpitaux. L'hôpital n'arrive plus à recruter, les infirmières sont mal payées. Au fond, il y a aussi un problème psychologique de manque de considération. Comment vous diagnostiquez cette crise ? Quels mots vous mettez dessus ? Quel mot ? Ça fait 10 ans qu'on nous demande des économies régulièrement. C'est environ 800 millions d'économies par an depuis 10 ans. Donc ce n'est pas un problème récent. C'est un problème qui a concerné plusieurs gouvernements successifs. Aujourd'hui, il y a eu, il y a 10 ans, 2 lois importantes. Une loi qui mettait le directeur administratif à la tête de l'hôpital, indépendamment des médecins. Et puis une autre loi qui indiquait que la tarification des hôpitaux se faisait à l'activité. Donc plus on avait d'activité, plus on avait d'argent, ce qui semblait logique. Sauf que quand on augmentait l'activité, on baissait le tarif. Donc on a dû faire des efforts de réorganisation et de productivité et il y en avait à faire. Ils ont été faits. Mais aujourd'hui, quand vous avez 800 millions d'économies chaque année, au bout de 10 ans, on est sur l'os. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on a maintenant un problème de recrutement. C'est qu'à force de ne pas remplacer les infirmières qui s'en vont à la retraite, qui sont en congé de maternité, elles ne veulent plus travailler. Les postes sont vacants. Et c'est ça aujourd'hui le problème. C'est pour ça qu'il faut un vrai effort de rattrapage. Et ce qu'on demande n'est pas énorme. Juste arrêtons ces 800 millions d'économies. Le premier plan du Premier ministre, c'est 200 millions. 600 millions en plus, ce serait déjà une bonne base pour repartir. Quand on voit le diagnostic, on se dit, certes, on demande moins d'économies qu'avant à l'hôpital, mais pourquoi continuer à leur en demander quand on parle on entend bien ce cri d'alarme, on est à l'os, il faut arrêter ces procédures de rationalisation à l'hôpital. Mais c'est bien pour cela qu'il y a eu ce plan sur l'hôpital qui a été spécifié. Et je suis navrée, mais au niveau des fonds, je l'ai voté. Au total, entre les 700 millions de départ et le 1,5 milliard qui a été rajouté, on sera à plus de 2 milliards d'investissements sur l'hôpital, ce qui effectivement, comme vous l'avez dit, n'était pas arrivé depuis bien trop longtemps.
Et moi, je regrette que sous les législatures précédentes et les gouvernements précédents, il y a eu des économies si fortes faites sur l'hôpital, même si j'entends qu'il y avait des besoins de rationalisation que vous reconnaissez, mais peut-être trop fortes et qui l'ont mis dans cette difficulté. Nous, on a débloqué beaucoup, et je pense qu'il n'y a pas que ça d'ailleurs qui importe dans la vie des hôpitaux. Le problème de l'attractivité, j'en ai beaucoup parlé, j'ai passé ces derniers temps sur ma circonscription pas mal de temps dans les établissements de santé, qu'ils soient privés ou publics, pour comprendre un petit peu d'où venaient les différentes souffrances, quelles étaient les problématiques, les toucher du doigt. C'est vrai qu'entre le privé et le public, il y a une différence d'attractivité pour des compétences similaires qui sont très fortes. On parle de salaire, hein, l'attractivité, ça reste abstrait. Au niveau de la rémunération, vous avez des ratios qui vont jusqu'à 4 ou 5 selon la spécialité, ce qui est évidemment où l'hôpital ne pourra Le salaire moyen pas. d'une infirmière dans le public. Alors là, je suis sur le médecin, sur les médecins. Elle commence à moins de 1 500 €. Elle commence à moins de 1 500 mais alors, et dans le elle arrive privé, en net elle est- à 1 700, 1 800. Hein, Et donc figurez-vous que dans le c'est très privé, peu. elles sont pas forcément plus payées. C'est surtout chez les médecins qu'il y a une énorme différence. Non, entre c'est le pareil privé chez et le le public. personnel soignant. Si. C'est pour ça qu'on a des postes vacants. Non, c'est pas. Non, Plus de c'est 400 pas assistants la même publics hôpitaux de chose. Paris. Non, la différence privé-public n'est pas la même entre Elle les existe aussi. aides-soignantes, les infirmières et les médecins d'autre part, qui dans le privé peuvent Les surconventionner. fossés sont plus importants au niveau des médecins. Au niveau des médecins, beaucoup plus important au niveau des médecins. Et chez les infirmières, je mettrais une nuance sur les infirmières. Et sur qui ont la des spécialités revalorisation, comme les justement, des anesthésistes infirmières. ou les IBOD en Vous chirurgie faites qui ont un d'autres système de problématiques. primes. Pourquoi ne pas augmenter clairement les salaires de toutes les infirmières de l'hôpital public dans le pays? Mais Il y a parce des que- primes pour l'Île-de-France, pas pour tout le monde. Parce que vous avez une masse qui est énorme en fonction publique hospitalière, que vous ne pouvez pas aller que sur le médecin, que sur l'infirmière ou que Ça sur coûterait trop l'aide-soignante. cher. En revanche, il y a énormément d'investissements à faire. Il y a énormément de rattrapage, je vous rejoins sur ce mot, à faire. Donc on l'a lancé, on veut le poursuivre. Je pense qu'il n'y a pas que ça, vous l'avez entendu, on l'a entendu dans votre reportage. J'ai aussi beaucoup entendu dans mes visites, effectivement, le problème de la prescription et du métier qui évolue. Le rapport aux patients. J'ai entendu des médecins me dire qu'ils étaient beaucoup plus souvent derrière l'écran qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qu'ils étaient à la fois très fiers d'être beaucoup plus performants en termes de soins, d'actes opérationnels, puisque la technologie leur permet, mais la conséquence, c'est aussi qu'ils sont plus souvent avec l'écran et moins dans la relation au patient, et qu'il y a une perte de sens de ce point de vue-là dans leur activité. Les infirmières parlaient beaucoup d'administratif aussi et de prescription. Donc peut-être qu'il y a des métiers aujourd'hui à réinventer, parce qu'on va pas se priver de la technologie qui rend les actes médicaux plus performants. En revanche, s'ils font passer trop de temps derrière un écran ou dans de la paperasse, peut-être qu'il va nous falloir inventer des métiers à côté du médecin, à côté de l'infirmière, qui eux prennent en charge de l'administratif pour soulager. Je ne sais pas, je pense qu'il faut repenser de ce point de vue-là. Sur cette crise de l'hôpital, alors Monsieur Marietta reconnaît que la logique d'hyper-rationalisation, de faire des économies, toujours plus d'économies, est un peu freinée, mais le compte n'y est pas. On aurait pu faire plus, et là, on est à l'os. C'est quand même un cri d'alarme particulier que d'avoir des médecins, plus de 1000, qui disent à la ministre « on arrête de travailler comme on travaillait avant ». C'est une souffrance terrible qui s'exprime. Vous savez, ça fait 10 mois que le personnel soignant et non soignant des hôpitaux est en grève. Maintenant, c'est effectivement plus de 1000 chefs de service qui posent leur démission de leur fonction administrative. Bon, c'est un état d'alerte qui est maximal. Et je veux dire aussi que c'est tout à fait lié à l'ensemble des politiques budgétaires qui sont pratiquées en quelque sorte. Enfin, on demande à ce pays de se lever d'enthousiasme avec un projet politique qui consiste pour l'essentiel à faire des économies et à respecter les injonctions budgétaires de l'Union européenne. Voilà. Voilà concrètement, dans la vie des gens, ce que produit faire des économies. Faire des économies, ça n'est pas un projet politique. On peut en faire. Il y en a sans doute à faire. C'est pas faire des économies. Oui, alors attendez, juste une chose quand même. La réalité sociale de l'hôpital, c'est que si on prend les 10 dernières années... Rappelez-moi quel est le gouvernement qui investit 2 milliards dans l'hôpital. Attendez, j'y viens. Je vais venir à votre plan santé. Quel est le gouvernement qui a continué à baisser les tarifs, madame, alors que l'activité baissait? Malheureusement, en 2018, je l'ai pas compris, mais vous avez madame raison sur Buzyn, notre ministre, nous on a rendu l'enveloppe mixte. chef de service, pourtant ancienne chef de service des hôpitaux, a continué à baisser les tarifs alors que l'activité baissait. Mais Adrien Quatennens va poursuivre et puis je vous redonnerai la parole. Plus seulement l'activité. Nous sommes ceux qui mettons fin à la tarification, à l'activité pure. On a rendu l'enveloppe mixte. Adrien Quatennens. En 10 ans, 13% des lits ont fermé. C'est 50 000 lits qui ont été supprimés à l'hôpital public. La charge en soins, elle s'est accrue de plus de 14% et les effectifs, eux, n'ont augmenté que de 2%. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre qu'il y a un problème. Et dans le concret, quiconque a fait l'expérience de l'hôpital pour soi, pour ses proches. Et en plus, les Français ont une immense gratitude pour ces professions parce que généralement, quand on y est confronté, c'est dans des moments de la vie qui sont particulièrement difficiles. Une qualité de soins d'excellence. L'hôpital public n'est pas en train de s'écrouler quant aux soins prodigués comparé aux conditions dans lesquelles il s'exerce. C'est le plus frustrant et le pire, c'est que jusqu'à présent, et en tout cas depuis quelques années, le modèle
modèle de santé français, je veux dire, il est admiré à travers le monde. Et aujourd'hui, et depuis des décennies, on voit qu'on essaye de finalement mettre de plus en plus en difficulté, pour qu'il y ait en quelque sorte aussi de logique, faut bien le dire, parce que là on parle de l'hôpital public, mais vous avez des endroits où vous trouvez des rendez-vous plus rapidement, les conditions de travail sont aussi difficiles, mais dans le privé c'est parfois plus facile. Il y a en sorte une double économie. Il y a ceux qui ont la carte vitale uniquement pour se faire soigner, qui ont l'hôpital public qui ne tient plus qu'à bout de bras parce que les fonctionnaires et les agents qui sont engagés sont d'un dévouement absolu. De l'autre côté, pour ceux qui ont la carte bancaire, il y a toujours le privé et tout le reste. Je vais me tourner vers le médecin pour conclure. On ne peut pas gérer juste comme ça a été dit, et justement par cette femme qui est aussi dans la liste des démissionnaires. Elle avait un vocabulaire qui me faisait penser au chef de rayon d'une épicerie. Bon bah voilà, j'ai aucun mépris pour le chef de rayon d'une épicerie, mais on gère pas l'hôpital public comme on gère une boutique. Vous avez la chance d'avoir des députés qui vont peut-être remettre les lois hôpital sur le métier. Peut-être qu'il y aura des décrets, on peut l'imaginer. Vous avez 1 minute pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain. Oui, on n'a pas besoin de nouveaux métiers, madame. On a besoin d'infirmiers et d'aides-soignants au lit du malade. Le recrutement. Justement, vous avez été hospitalisé ou certains de vos proches ont été hospitalisés. Alors je vous pose sincèrement la question. Aujourd'hui, des métiers administratifs ne vous soulageraient-ils pas, que ce soit pour les infirmières ou pour les médecins? On a besoin de recruter des infirmières, de recruter des aides-soignants. Et pour ça, on a besoin de moyens. Et les moyens qui ont été proposés sont vraiment une goutte d'eau par rapport à ce qui est nécessaire. On va s'arrêter là. Ça n'a jamais été fait. C'est un débat passionnant et le sujet est ô combien important pour tous les Français que nous sommes. 30% de la dette. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Merci à tous les trois. Merci Adrien Quatennens d'être passé 1 heure durant sur le plateau d'LCP. Très belle soirée à vous et à demain.